Un herpétologue, c'est quelqu'un qui se passionne pour les reptiles et les amphibiens, globalement, alors qu'il peut être un professionnel ou un simple amateur, curieux, voilà. Le métier d'herpétologue, il peut prendre plusieurs formes, je dirais, mais globalement, on reste de toute manière sur l'étude des reptiles et des amphibiens. Il peut consister à savoir les identifier, les reconnaître et les inventorier sur le terrain, donc essayer de définir qu'il y a telle ou telle espèce à tel ou tel endroit. Après, l'idée, c'est de récolter donc des informations qui vont nous permettre derrière de conseiller et d'accompagner des collectivités, des entreprises et tous les acteurs du territoire. Ça va nous permettre de les aider à avoir des solutions pour continuer une activité sans qu'elle soit néfaste à tout le vivant. C'est un gros challenge, mais c'est très compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de politique qui vient là-dedans, mais ça c'est pas, voilà, on va pas développer. Mais globalement, voilà, c'est assez prenant. On s'adapte aussi aux conditions météo, parce qu'évidemment, les amphibiens, par exemple, on va aller les voir avec des conditions météo bien particulières. Il faut les connaître, il faut aimer sortir quand il pleut, il faut aimer se mouiller un peu. Et pour les reptiles, il faut parfois aimer se mouiller parce qu'il y a des tortues, des couleuvres aquatiques, mais globalement, voilà, il faut s'adapter au soleil, il faut s'adapter aux orientations, il faut s'adapter à beaucoup de choses. Mais globalement, si on est curieux, le métier d'herpétologue est accessible à tout le monde. C'est autant du terrain que de l'analyse, parce que c'est bien d'observer, mais il faut s'en servir, il faut que ça serve à quelque chose. Et on s'en sert pour protéger ces animaux, ces espèces, leur habitat. Et pour mieux les protéger derrière, il faut se servir de ces observations, les mettre en ordre et dire, voilà, cette espèce, elle disparaît, pourquoi ? Parce que vous gérez peut-être comme ci ou comme ça et qu'il faut que ça change. Et voilà ce qu'on vous propose, en gros. Ça, c'est drôle, ça. Je dirais les bottes, c'est pas le truc le plus sexy, mais on peut être sexy après quand on les enlève ou quand on les ou avant de les mettre. Mais du coup, c'est les bottes parce qu'en fait, mine de rien, on va souvent dans des milieux un peu soit humides, soit plein de ronces et d'épines. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal d'avoir des pieds tranquilles. Après, il y a la lampe aussi, parce qu'on est souvent observé de nuit et on n'est pas des mammifères très adaptés à la vie de nuit. Donc, avoir un petit support comme une lampe, ça peut être pas mal pour les amphibiens. Et puis, pour les reptiles, je dirais le gant. Le gant parce que, mais un bon gant, pas le gant de vaisselle, le gant de soudeur, quoi. Le bon gant qui laisse pas passer des crochets. Alors, j'explique juste, on n'est pas amené à manipuler ces animaux de toute manière. C'est juste que, pour moi, il peut arriver des fois dans mon métier qu'on soit amené à récupérer des animaux et les déplacer. Donc, c'est pas non plus par peur, c'est une précaution. Il est très rare que les serpents mordent, vraiment. Les couleuvres sont des fois un peu plus agressives en vrai que les serpents venimeux. Les serpents venimeux, on pourrait presque croire qu'ils savent qu'ils ont une carte secrète, donc ils se sentent pas trop obligés de mettre un coup de croc, quoi. Mais voilà, le gant est quand même utile, voilà, ça évite une morsure bête. Et puis voilà, c'est un outil honnêtement que je me sers pas mal. Donc ouais, voilà pour mes 3 outils. Il y en a d'autres. Ce qui fait déjà que je le fais depuis plusieurs années et que je me suis pas essoufflé, c'est que j'ai vu des résultats positifs. Évidemment, si il y avait que du négatif, on serait un peu désespéré et on continuerait peut-être pas. Il y a forcément du positif, donc on a par exemple, je vais prendre un exemple concret dans mon boulot et pas dans mon boulot, en personnel. Dans mon boulot, les grandes satisfactions, ça a été par exemple parfois d'arriver à préserver des populations sur des zones qui étaient menacées. De l'aménagement, on construit tout le temps et toujours plus, et on grignote sur des espaces naturels qui se réduisent. Et même en France, on en parle très peu, mais une espèce sur 5 de reptiles est menacée d'extinction en France, et on n'en parle pas. Et du coup, ces populations, elles se réduisent dans certaines régions, dans certains départements,
sans que ça se sache trop, parce que c'est des serpents ou parce que c'est des reptiles en général ou des amphibiens. On se penche pas trop dessus. Donc pour les amphibiens, j'ai eu la satisfaction, par exemple, des fois de pouvoir protéger certaines populations, d'en faire découvrir, de simplement pouvoir améliorer leur vie, on va dire, au quotidien en créant des milieux qui avaient disparu, comme des mares. Et voilà, j'ai pouvoir avoir la satisfaction de créer un milieu où il n'y avait rien et de constater derrière qu'il y a des populations de crapauds calamites, de sonneurs, peu importe, qui sont revenus. Ça, c'est une satisfaction. Donc oui, là, pour ça, c'est génial. Et puis au niveau personnel, ma satisfaction aussi, ce qui fait que je garde la motivation, c'est que je me suis un peu investi au sein de ma commune. Je le fais dès que je peux, parce que j'ai pas mal d'activités, donc pas non plus trop s'éparpiller pour faire bien les choses. Mais sur ma commune, ça m'arrivait d'animer des sorties de découverte de la faune. Et la première fois que j'ai voulu organiser ça, on me parlait à la mairie, vite fait, je me suis fait connaître, quoi. Et je leur ai dit, voilà, moi j'aimerais bien proposer une petite découverte de la faune sauvage nocturne. Donc challenge, organiser une animation, voilà, comme ça. Et j'avais peur qu'il y ait 3 pelés intendus. Et au final, on s'est retrouvé 50. Donc première sortie, 50 personnes, tous avec des lampes, de nuit. Et là, on m'avait dit, non mais laisse tomber, voilà, tu vas faire un fiasco, tout le monde s'en fout. Bah non, en fait, non, les gens s'en fichent pas, ils sont curieux, même s'ils connaissent pas tout, ils sont curieux. Et ils ont découvert de la chouette chevêche, du triton alpestre, du triton palmé, de la lythe accoucheur pour les amphibiens. Donc voilà, c'était ma petite satisfaction. Donc on peut en trouver professionnellement et personnellement. Plusieurs choses. D'abord la curiosité, le fait de vouloir comprendre mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, pourquoi il fait ça, pourquoi il chante comme ci, pourquoi il porte pourquoi une saison on le voit, une saison on le voit pas. Voilà, c'était au départ de la curiosité. Après, ça a été aussi de l'accompagnement par les proches. Des fois, quand on a la chance d'être accompagné ou qu'on nous aiguille, même si les proches qui ne connaissent rien, mais qui juste nous accompagnent, ça peut aider aussi à se diriger vers l'objectif, quoi. Ce qui m'avait motivé, c'est du coup, c'est vraiment le fait de mieux comprendre, de découvrir, de rencontrer des gens qui m'ont appris. J'ai eu beau faire une formation, des études, tout ça, c'est quand même beaucoup les gens qui m'ont appris, chacun en partageant des moments sur le terrain, en allant se balader, en étant avec des vieux briscards qui connaissent tout, qui nous apprennent tout, et puis derrière nous on en rajoute, on synthétise, on apporte encore d'autres connaissances. Donc ouais, moi ce qui m'a motivé, c'était de me dire peut-être que je peux arriver à m'investir plutôt que de regarder, laisser faire, à la fois de me servir de cette passion, de ce qui me parle, et d'en faire quelque chose utile pour tous. Ma motivation, c'était ça, c'était de me dire j'ai la possibilité d'apporter quelque chose. Moi, je considère que le vivant, c'est la base de tout. Pas forcément que les reptiles et les amphibiens, clairement. Mais le vivant, c'est la base de tout. Sans ça, il n'y a rien qui marche. Donc si ça, c'est pas bien préservé, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Voilà, arriver à faire en sorte que ça fonctionne. Donc voilà, et puis les exemples que j'ai donnés perso et pro sont des exemples qui montrent que même à notre petite personne, à notre petite échelle, voilà, la légende du colibri, chacun apporte sa goutte. Moi j'apporte ma goutte et ça me va. Et si je peux en faire profiter d'autres et en encourager d'autres, pas de problème. Je suis là. Je pense pas qu'il y ait un chemin particulier, il y en a plusieurs, c'est ce qui rend peut-être même l'accès difficile. Mais c'est pas difficile en soi, je dirais que c'est bien d'avoir d'abord des bonnes bases, donc de faire une formation dans l'écologie d'abord au préalable, donc essayer de voir tout ce qui tourne autour de l'environnement, de l'écologie et de la biologie. Moi par exemple, j'ai pas du tout suivi le chemin qui était tracé, on m'avait même dit que c'était pas un métier. J'avais vu le conseiller de désorientation qui a bien fait son boulot, qui m'a bien désorienté, qui m'a dit que je pouvais pas espérer faire ça. Donc des fois, faut pas écouter non plus trop ce qu'on dit, faut creuser, chercher.
il y a un avantage pour s'orienter, c'est de commencer déjà à se rapprocher des associations locales. Je dis pas ça parce que je suis salarié en associatif, mais honnêtement, ça rend les choses tellement plus simples parce qu'en fait, on apprend déjà, on se forme déjà, même au plus jeune âge. Je dirais que le début de la formation, elle commence là, elle commence avec les associations, même enfant. Moi, j'ai commencé enfant dans les associations. Mes parents, ils étaient un peu dépourvus, connaissaient pas tout, donc ils se sont dit bon, on va t'emmener voir des spécialistes. Tiens, il y a une association de protection de la nature, nanana, ils font des sorties. Eh ben, on va vous emmener, vous nous direz si ça vous plaît. Et on y est allé, ça nous a plu, on a continué. Et en fait, on avait pris un train d'avance sur ceux qui attendent les études. On avait un train d'avance parce que nous, on avait déjà appris des notions concrètes de terrain, d'observation, d'identification. Donc, je dirais que la formation, faut pas attendre l'école, faut commencer tout de suite. Faut sortir, faut aller observer, faut pas hésiter à rencontrer des gens, à oser, je dirais, faut oser demander, poser des questions. J'en parlerai peut-être plus tard, mais j'ai eu une autre grosse satisfaction, c'est d'avoir rencontré un petit gamin qui aujourd'hui est un herpétologue qui a suivi tout le chemin, mais qui savait pas du tout où il allait. Et je l'ai rencontré en CE1. Aujourd'hui, il a 19 ans et il est en BTS gestion et protection de la nature. Mais il a commencé en fait sa formation chez nous en CE1. Il venait chez nous, il venait à toutes nos sorties avec son papa qui l'accompagnait. Il apprenait. Alors au début, ça demandait que les parents soient là. Donc c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné. Mais voilà, il nous a suivis pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, il continue. Aujourd'hui, il est dans le groupe herpétologique d'ailleurs, c'est un membre actif du groupe herpétologique du Rhône. Donc c'est chouette quoi. Il a juste bien été accompagné. Il a osé de temps en temps. C'est quelqu'un de très timide hein, quand même. Mais il l'a fait, donc je dirais il y a la voie via les associations. On n'est même pas obligé d'être adhérent, pas obligé de sortir des sous, simplement suivre ce qu'ils font, apprendre auprès d'eux. Il y a des spécialistes qui se feront un plaisir de communiquer tout ça et de le transmettre. Après, ben, évidemment, il y a la voie scolaire. Aujourd'hui, maintenant, il y a des lycées qui proposent déjà des formations spécifiques avec déjà l'option écologie. Moi, j'avais fait un bac sciences et technologies, des aménagements et de l'environnement. Donc voilà, j'avais fait un bac STAE, ça s'appelait. Donc il en existe de toutes sortes. Il y a le BTS gestion et protection de la nature qui vient après, qui me semble être une bonne base. Et après, on peut continuer les licences. Il y en a qui vont en fac de biologie. Il y a tout qui existe, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, les formations, vous tapez sur Internet, vous les trouvez. Moi, à mon époque, déjà, ça y est, je parle comme un ancien. Pourtant, je suis pas bien vieux, mais déjà, Internet débarquait. On n'avait pas accès à toutes ces informations et j'ai ramé comme pas possible. Je suis parti des Pyrénées-Orientales pour me retrouver à faire mes études en Corrèze pour finir par travailler dans le Rhône. Donc, alors que je viens des PO. Donc, voilà, faut être curieux, faut oser. Mais franchement, il y a de quoi faire. Prendre toujours du recul sur ce que l'on fait, ne pas considérer les choses comme acquis. On évolue tout le temps. Moi, j'ai commencé, et je pense que tous les herpétos ont commencé comme ça, en manipulant, en tripotant, en prenant dans mes mains, en emmenant chez moi. Voilà, ça c'est des bêtises. C'est comme ça qu'on apprend. Mais voilà, aujourd'hui, si je peux éviter de trop manipuler des animaux, s'il n'y a pas nécessité, je le fais pas. Mais ça, après, c'est la maturité, ça vient plus tard. Mais une qualité, je dirais, c'est d'être curieux, de rester simple, rester humble, même si on commence à... Moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. J'ai l'impression que c'était hier, mais je suis arrivé dans le milieu, je dirais, assez tôt, mais dans le milieu salarié, dans ce métier. Quand je suis arrivé, j'étais le plus jeune de mon équipe. Ouais, j'avais envie vraiment je les regardais tous avec des connaissances de fou, ça me faisait peur. Je me disais, mais waouh, est-ce qu'un jour j'arriverai à savoir autant de choses? Et en fait, je me sous-estimais, je connaissais déjà beaucoup de choses. Et j'en ai appris encore, j'en apprends tout. Et ouais, la grande qualité, je dirais, c'est d'en emmagasiner un max, d'en prendre un maximum, d'en apprendre beaucoup et d'en donner aussi. De pas garder ça. Il y en a, moi j'appelle ça des parasites. Ils viennent, ils prennent tout ce qu'ils peuvent, puis ils en font rien. Ils en font rien du tout, ils gardent ça pour eux et si, ils aiment parler d'eux. Je préfère qu'on aime parler de ce que quelqu'un a contribué à faire ou à faire.
Mes meilleurs souvenirs, alors, je vais en sortir un international et un en France. À l'international, mon souvenir extraordinaire, c'est ma rencontre avec la faune du Costa Rica, avec l'herpétofaune du Costa Rica, donc les reptiles, amphibiens, bon, les oiseaux, parce que je suis aussi ornithologue, et bien d'autres mammifères, etc. Donc c'était une rencontre. On cherchait en fait des dendrobates. Et moi, dans ma tête d'occidental, la dendrobate faisait la taille d'une petite grenouille verte, quoi. Et c'était encore plus petit. Donc en fait, je cherchais pas au bon gabarit. Et je savais où chercher, mais pas où il fallait, enfin pas à la bonne dimension. Mon regard n'était pas réglé. Et du coup, ma première rencontre avec des dendrobates, au final, je me suis rendu compte que je louchais et qu'il y en avait plein en fait. Et c'était la Blue Jean Frog, petite grenouille là, vraiment terrible. Donc c'était vraiment un super souvenir. Et puis bon, là-bas, j'ai vu tellement d'espèces en si peu de temps que c'était fou, c'était magique. J'avais l'impression d'être un enfant qui découvrait tout. Enfin, je suis un peu toujours un enfant qui découvre tout en vrai, mais là encore plus. Donc voilà, ça c'était vraiment un souvenir extraordinaire. Et en France, mon souvenir le plus sympa, je dirais que c'est ma première rencontre avec la vipère, et chez les amphibiens, ma première rencontre avec le sonneur à ventre jaune. Et avec le sonneur à ventre jaune, c'était assez rigolo, c'était en animation. J'ai trouvé un endroit à sonneur, je me suis dit que j'emmènerais le groupe, j'allais toujours faire un petit tour avant. Et du coup, je trouve une flaque à sonneur que j'avais pas repérée auparavant. Je fais génial, je reviens chercher le groupe, je les emmène sur le site et je leur explique, voilà, on les touche pas. Et bon, il y a un gamin qui s'approche un peu trop près, le sonneur lui saute sur la chaussure et il veut plus s'en aller. Et il a fallu l'enlever, donc je leur avais bien dit attention, manipule pas, on se touche pas les muqueuses, hein. Et en fait, évidemment, l'animateur, il respecte même pas ce qu'il dit, bravo. Donc je ne me suis pas écouté moi-même, dans la précipitation et en m'occupant de tout le monde, j'ai remis le sonneur et je me suis frotté les yeux. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu les yeux qui ont clignoté pendant près d'1 heure. Donc j'ai attendu 1 heure avant de reprendre la voiture parce que j'avais les yeux qui faisaient comme ça, qui faisaient des... Mais j'avais pas mal, rien du tout, mais j'ai eu une réaction. Et j'ai trouvé ça assez rigolo parce que voilà, je pensais pas que ça pouvait réagir aussi rapidement. Et voilà, c'était ma rencontre avec le sonneur avant tout. Et alors le pire, je travaillais sur un site où on mettait justement en place des filets de protection pour les amphibiens. On devait être interviewé par... c'était France 3 je crois, qui venait nous voir sur le site avec le maire de la commune. La route avait été barrée spécialement pendant la période de migration des amphibiens, pour laisser les amphibiens traverser sans qu'ils se fassent écraser. Donc il y avait eu un arrêté qui avait permis de fermer, c'était une petite route secondaire, donc du coup on a réussi à obtenir de la faire fermer momentanément pendant la migration. Et en fait, nous évidemment, on se gare là où la barrière se trouve, là où il y a l'arrêté, où les voitures ne doivent pas circuler. On descend à pied jusqu'au lieu où France 3 nous a rejoints, à pied. Et monsieur le maire était en retard. Et en fait, il a ouvert la barrière. Il est arrivé avec son 4x4. Il a roulé sur une bonne demi-douzaine d'amphibiens. Il s'est garé, il est sorti. Il a dit excusez-moi du retard, voilà, c'est bon, je suis là. Là, ça m'a un peu agacé. Mais je ne me suis pas privé de lui dire. Donc voilà, comme quoi nos collectivités, elles aiment bien aussi. Elles vont là où le vent tourne, quoi. D'aller au bout de votre curiosité. Si vraiment il y a quelque chose qui vous pose des questions, même qui vous effraie, moi j'adore prendre le parti des animaux détestés. Parce que justement, je ne comprends pas qu'ils le soient. On peut prendre déjà les amphibiens ou même les serpents. C'est pas des animaux les plus aimés. Et déjà dans les histoires, on raconte tellement de bêtises sur eux. Enfin, c'est toujours le méchant, c'est toujours le pote de la sorcière qui fait des sorts. On raconte tellement de bêtises, donc moi j'aime bien prendre le parti des mal aimés. Donc je dirais qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'on raconte, il faut justement essayer de faire sa propre opinion. Et pour faire sa propre opinion, faut chercher soi-même, donc faut être curieux. Donc je dirais, je reviens encore à la curiosité, aller au bout de la curiosité et puis voilà, aller explorer. Si possible, trouver quelqu'un, une asso ou une structure quelconque qui propose pourquoi pas des sorties pour que voilà, vous ayez un peu quelqu'un qui vous conseille quand même. Rapprochez-vous de quelqu'un qui connaît et allez-y à fond de votre curiosité, développez un maximum et puis faites-vous plaisir. Vous verrez, on a peur que de ce qu'on ne connaît pas et puis quand on apprend à connaître, des fois on se met à adorer. Donc ça peut être contagieux, faut se méfier.
c'est bien d'apprendre, c'est bien de découvrir, de connaître. Et après, plus tard, ça sera, voire même maintenant, c'est bien aussi d'agir, de faire quelque chose là, maintenant. Je dis toujours, on n'a pas le temps on n'a pas le temps de causer, on n'a pas le temps de trop parler, mais il faut apprendre. Et une fois qu'on a appris, il faut essayer, même quand on apprend, on peut apprendre en faisant aussi. Et là, c'est un peu l'idée, c'est essayer d'apprendre en allant tout de suite sur le terrain, essayer de tanner vos parents pour qu'ils vous emmènent à la sortie de machin chose au fin fond de la pampa. Et voilà, soyez exigeants aussi un petit peu avec vous, hein, parce que des fois, on a un peu la flemme de se lever, d'aller à telle heure pour aller voir une bestiole. Voilà, on se pousse un petit peu, mais surtout, voilà, essayez d'agir, même, je dirais, de 5 ou de 7, on va dire, à plus de 100 ans, vous pouvez contribuer et agir concrètement, créer une mare, monter un petit muret, faire des actions et vous mobiliser auprès de ceux qui sont déjà en train d'agir. Ça serait chouette. À très bientôt, salut!